Alors, nous sommes toujours dans la séquence 1 du programme d'histoire de 3e intitulé Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale, épisode 9. Après avoir évoqué au cours des séances précédentes les souffrances des combattants, qu'ils soient de métropole ou venus des lointains empires coloniaux, nous avons jusque-là évoqué le destin souvent tragique des combattants, des soldats. Il est temps maintenant de passer à un autre aspect dramatique de la Première Guerre mondiale, concernant cette fois-ci l'implication, la participation, les souffrances des populations civiles. Et nous allons découvrir un premier aspect dramatique, poignant de cette implication, à travers le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman qui s'est déroulé tout au long de la Première Guerre mondiale, mais particulièrement au cours des années 1915-1916. Et notre problématique, notre question sera la suivante: en quoi le génocide arménien est-il un cas inédit de violence, quasi du jamais vu, de violence de masse exercée contre des civils pendant la Grande Guerre? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant la Première Guerre mondiale, les Arméniens forment une communauté importante, puisqu'on les estime entre 1 et 2 millions d'habitants, dans une population elle-même estimée à 36 millions d'habitants. Je dis estimée parce qu'on n'a pas des chiffres extrêmement précis. Ça représente quand même un habitant sur 20 à peu près de l'Empire, ça n'est pas rien. Et jusqu'au début du XXe siècle, les Arméniens étaient parfaitement tolérés. Certains étaient très très bien intégrés dans la société locale. La preuve en image avec cette famille de notables arméniens de Jérusalem. D'autres l'étaient un peu moins, mais dans l'ensemble, les relations entre Arméniens et Ottomans étaient, sinon cordiales, du moins convenables. C'est vrai que la situation s'est un peu tendue, dégradée à partir des années 1900 et qu'on a assisté parfois à des violences contre les Arméniens. Mais bon, encore une fois, le fait qu'ils aient été chrétiens dans un pays majoritairement musulman ne posait pas de problème outre mesure, puisqu'après tout, dans cet empire ottoman qui est un véritable patchwork culturel, eh bien, on comptait aussi des juifs, et puis même parmi les musulmans, il y a les chiites, les sunnites, donc en fait, c'était pas réellement le problème. Mais il est vrai que, notamment sur le plateau d'Anatolie, proche de l'Empire russe, on a pu avoir parfois des mouvements très minoritaires, très marginaux, d'Arméniens réclamant, par le verbe, ou parfois par les armes, réclamant leur rattachement à l'Empire russe, ou mieux encore, leur indépendance. Et que ça, évidemment, pour les Ottomans, cette attitude est absolument inacceptable. Et le fait que la défaite de Sarikamish se soit déroulée, certes, à la frontière avec l'Empire russe, mais dans un territoire peuplé d'Arméniens, et que certains Arméniens aient combattu dans les rangs de l'armée russe, et bien ça, évidemment, c'est le prétexte tout trouvé pour rejeter la responsabilité de tous les problèmes de l'Empire ottoman sur le dos des Arméniens. Et c'est pour cela que l'homme fort du régime ottoman, du gouvernement jeune turc, peut publiquement reprocher aux Arméniens d'avoir tenté de troubler la paix et la sûreté de l'Empire en ayant osé se joindre à l'ennemi, ce qui est très habile de la part de Talat Pacha, puisque lui qui s'apprête à agresser les Arméniens se présente comme une victime des Arméniens en situation de légitime défense. Tout ce qui va arriver, nous ne l'avons pas voulu, c'est de votre faute à vous les Arméniens.
Et les mesures annoncées par le gouvernement de Talat Pacha en ce début d'année 1915, dans les jours et semaines qui suivent la défaite de Sari Kamish, eh bien, sont des mesures qui sont rendues publiques et qui sont relativement modérées. À savoir que les préfets des régions comptant des Arméniens reçoivent l'ordre de déporter tous les Arméniens, à l'exception des malades, ceux qui ne peuvent pas quitter leur lit. Autrement, tous les Arméniens valides seront forcés de partir dans un délai de 5 jours à la date de la présente proclamation, par village ou quartier, et sous l'escorte de la gendarmerie. Alors, la gendarmerie turque, ottomane, étant chargée, on l'a bien compris, officiellement de protéger les Arméniens des violences qui pourraient être exercées contre eux par l'opinion publique ottomane. En réalité, il ne faut pas être dupe, vous l'avez compris, c'est pour obliger les Arméniens récalcitrants, ceux qui veulent rester, les obliger à partir, et aussi éviter qu'ils n'aillent se cacher ou tenter de fuir l'Empire. Ça va de soi. Et de fait, pourquoi les Arméniens refuseraient-ils d'être déportés, puisque les consignes officielles sont encore une fois assez apaisantes. Talat Pacha parle d'un exil qui ne sera que temporaire. La preuve, c'est qu'il est interdit aux Arméniens de vendre leur maison, de vendre leur commerce, puisque de toute manière, on leur laisse entendre que l'exil ne sera temporaire et que, s'ils se comportent bien, eh ben, ils auront le droit de rentrer chez eux. Donc autrement dit, il n'est pas question de les exterminer. Ah bien sûr, si jamais des Arméniens prennent les armes pour se défendre et refuser l'exil, la déportation, alors bien sûr, les soldats et les gendarmes ouvriront le feu sur les Arméniens, mais seulement dans ce cas très particulier de résistance. Donc la plupart des Arméniens, bon gré mal gré, se laissent faire et acceptent la déportation. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Et tant pis s'ils trouvent la situation injuste, tant pis si des soldats arméniens sont morts sous uniforme ottoman pour la défense de l'Empire ottoman contre les Russes, tant pis, on l'accepte. Le problème, c'est que Talat Pacha va envoyer non seulement ces consignes publiques, connues de tous, y compris à l'étranger, mais il va également envoyer, la date du 15 septembre 1915, un télégramme secret, chiffré, codé, qui, lui, par contre, ne contient pas tout à fait les mêmes consignes, puisqu'il explique en toutes lettres que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement tous les Arméniens et qu'il faudra se montrer dur, ferme, sans égard pour les femmes, les enfants, les infirmes. Les fameux Arméniens intransportables, ceux qui ne pouvaient pas quitter leur lit, ils ne vont pas rester dans leur lit. On va les y tuer. Et quelque tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter la conscience, les moyens de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. On ne peut pas être plus clair. Le télégramme de Talat Pacha ordonne au préfet de tout mettre en œuvre pour tuer les Arméniens jusqu'au dernier. Et Talat Pacha prévient, ceux qui s'opposeraient à cet ordre ne pourraient plus faire partie du gouvernement, ne pourraient plus être des fonctionnaires aux ordres du gouvernement, et seraient eux-mêmes considérés comme des traîtres. Et en fait, un grand nombre d'Arméniens ne seront pas déportés parce qu'ils seront tués sur place, hommes, femmes et enfants, au poignard, au couteau, à la baïonnette, par les Ottomans,
les populations turques, excitées par le gouvernement, à qui on donnera des armes pour aller tuer leurs voisins arméniens. Parce que le problème aussi pour les autorités turques, c'est de faire le tri entre les Arméniens et les non-Arméniens. C'est pas forcément marqué sur eux, hein. Les Arméniens, ils s'habillent comme les autres, ils parlent le turc. Bon, donc qui est mieux placé qu'un voisin pour savoir si les habitants de la rue sont des Arméniens ou pas? Et donc on assiste à des scènes épouvantables de massacres. Et la gendarmerie turque, la police ou l'armée turque n'empêche aucunement les massacres quand ils ne les organisent pas ou quand ils ne prêtent pas eux-mêmes la main au massacre. Et on aperçoit sur cette image un officier de gendarmerie ottomane, à droite, coupé par l'image, qui assiste aux événements. Alors évidemment, c'est une une imaginaire parce que la une du Petit Journal de décembre 1915 qui décrit ce massacre le fait à distance, de manière indirecte parce qu'il n'y a aucun journaliste présent dans l'Empire ottoman puisque la France est en guerre contre l'Empire ottoman. Donc tout journaliste français pris sur le territoire ottoman serait considéré comme un espion et serait passible de la peine de mort. Donc en fait, c'est par oui-dire, c'est par des témoignages de survivants qui ont réussi à quitter l'Empire ottoman et qui se sont confiés à des journalistes que par la suite le Petit Journal va représenter ce qui se passe à l'intérieur de l'Empire ottoman. Et on voit que c'est une du journal de décembre 1915. Ça fait déjà plusieurs mois que les massacres ont commencé, mais il a fallu du temps pour que les témoins puissent quitter l'Empire et puissent faire connaître le drame du génocide au reste du monde. Et oui, on est en guerre. On se déplace difficilement, on ne fait pas ce qu'on veut. Et les informations sont, je vous le rappelle, censurées. Bon là, elles ne sont pas censurées par les militaires français, puisque cette information gêne l'ennemi, le présente comme un monstre. Donc là, la censure française n'interdit pas aux journaux de décrire le génocide arménien. Bien au contraire. Et il est à craindre que, pour horrible qu'elle soit, cette une du Petit Journal soit très très en dessous de la réalité. Parce que les Arméniens sont pris au piège à l'intérieur de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est sous cloche et les Ottomans ne se gênent pas pour massacrer au grand jour. Et on voit par exemple ces photographies prises par l'ambassadeur d'Allemagne, pays allié de l'Empire ottoman, je vous le rappelle, l'ambassadeur d'Allemagne Morgenthau, qui est personnellement opposé au génocide, qui est horrifié par la situation. D'ailleurs, les Allemands eux-mêmes sont pas très à l'aise avec le génocide, hein. Ils trouvent que leur allié exagère, mais bon, ils peuvent pas se fâcher avec leur allié, donc ils le laissent faire. Mais Morgenthau a pris des photos qui témoignent de l'horreur, puisqu'on voit ici des corps d'Arméniens qui ont été abattus. Alors, je vous épargne le pire, hein, parce que sur Internet, vous trouverez des scènes de pendaison, de gens qui sont morts de faim, enfin bon, ou qui ont été brûlés. Enfin, j'ai pas envie de vous infliger ce genre d'image. Je pense que celle-ci suffira très largement à décrire l'horreur du génocide et aussi son côté un peu improvisé. Ce que laissait d'ailleurs entendre Talat Pacha dans son télégramme secret, hein, quand il disait « quels que soient les moyens employés ». C'est-à-dire que voilà, on tue les Arméniens comme on veut, comme on peut, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'interdit, l'essentiel c'est que ça soit efficace. Quand on comparera plus tard avec le génocide des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis, on verra que les nazis, après avoir beaucoup tâtonné,
finiront par rationaliser l'extermination à travers les célèbres chambres à gaz. Voilà. Chez les Ottomans, c'est beaucoup plus improvisé, mais ça n'en est malheureusement pas moins efficace. Et comme en témoignent de nombreux survivants, les Ottomans rajoutent la cruauté à la violence, puisque pour les déporter à travers le désert d'Anatolie, le plateau d'Anatolie, eh bien, c'est la mort lente qui est choisie, parce que si elle est lente, eh ben, au moins elle est efficace et surtout elle fait bien souffrir. La mort lente, c'est la mort de faim, c'est la mort de soif. Et pour ceux qui supplient qu'on les achève d'une balle dans la tête, eh bien non, on ne leur fera pas cadeau de cette balle, on les laissera crever dans le désert d'Anatolie, ou alors on les égorgera. Mais on ne va pas gaspiller une balle pour des Arméniens. Alors, si on regarde ce que ça donne sur une carte, hein, parce que ce génocide, donc vous l'avez compris, c'est une série de massacres à très grande échelle. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas à l'échelle d'un quartier, d'un village, c'est à l'échelle de tout un pays. Et bien donc, il faut une carte pour bien comprendre la géographie de ce génocide. Donc en fait, la quasi-totalité du génocide se déroule dans ce grand quart nord-est de l'Empire ottoman, celui où vit la communauté, où vivait, plutôt devrais-je dire, la communauté arménienne, et qui est surlignée de vert sur cette carte. Alors il va y avoir les massacres sur place. C'est le gros point rouge. Ce que montrait la une du petit journal français. À Trébizonde, à Vannes. Bon. Pour les autres, ceux qu'on ne va pas tuer sur place, eh bien, c'est la déportation. Les marches de la mort à travers le désert, du nord au sud, direction les camps de concentration de Syrie, comme celui de Deir ez-Zor. Mais le but, vous l'aurez compris, c'est qu'un maximum de ces déportés soient morts avant même d'être arrivés dans les camps de concentration. Ben, pour ceux qui s'acharnent à survivre, eh ben, on les tuera à l'arrivée. Puisque le but, encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas de survivants. À l'exception de ceux qui, hélas, du point de vue des autorités ottomanes, auront réussi à s'enfuir, soit en gagnant l'Empire russe, soit en arrivant à quitter par leurs propres moyens l'Empire ottoman, à se réfugier par exemple en Égypte, ou sur l'île de Chypre, contrôlée par les Britanniques. Et alors, il est temps de chiffrer l'horreur du génocide arménien de l'Empire ottoman. Donc si on estime ce qui est un chiffre communément accepté par la plupart des historiens, si on estime qu'il y avait à peu près 1 800 000 Arméniens vivant dans l'Empire en 1914, on estime que 600 000 ont été assassinés sur place, ce qui représente un Arménien sur 3. On estime que 600 000 autres Arméniens, hommes, femmes et enfants, sont morts au cours de la déportation, c'est-à-dire les fameuses marches de la mort. C'est-à-dire encore un Arménien sur 3. Donc, ça veut dire que le génocide a tué 2 Arméniens sur 3. C'est assez facile à retenir, hein. 1 200 000 morts dans cette hypothèse sur 1 800 000. Ça fait pile les 2 tiers. Le tiers restant, ben, c'est ceux qui se sont réfugiés notamment dans le Caucase russe. Ceux qui... Parce qu'il y a parfois eu, heureusement, des Ottomans qui ont refusé de participer au génocide, qui ont refusé de tuer leurs voisins, qui ont refusé de les énoncer, qui ont même fait mieux, qui les ont cachés, qui les ont sauvés.
Et puis il y a le cas de ces bébés qui n'ont pas tous été tués, dont on a tué les parents arméniens, ça par contre ça c'est sûr, mais qui ont été parfois donnés à des familles ottomanes en mal d'enfants, à qui on n'a pas caché que c'était des enfants arméniens et à qui on a fait jurer de ne jamais révéler à ces enfants leur origine arménienne, et qui ont été élevés comme des Ottomans. Et ça a fait le dernier tiers, ce tiers d'Arméniens survivants. Alors, si vous vous posez la question, qui est d'ailleurs une très bonne question, et les Arméniens dans tout cela, est-ce qu'ils se sont laissés exterminer, conduire à l'abattoir et égorger comme des moutons? La réponse est pas toujours. Il y a eu des faits de résistance, et le plus peut-être significatif d'entre eux, disons celui qui s'est terminé de manière la plus favorable, c'est en septembre 1915, quand une escadre de la marine de guerre française qui croise au large de l'Empire ottoman va recueillir plus de 4000 hommes, femmes et enfants arméniens qui étaient encerclés par l'armée ottomane, plusieurs milliers de soldats ottomans avec des canons qui assiégeaient depuis plusieurs semaines, depuis juillet en fait, les Arméniens, qui avaient décidé de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser massacrer, qui s'étaient réfugiés sur une montagne et qui, malheureusement pour eux, étaient donc coincés entre les Ottomans et la mer. On est donc le long du Moussa Dag, qu'on appelle aussi le mont Moïse. C'est ce qui est cerclé sur la carte là. Et donc ces Arméniens étaient prêts à se battre et à mourir plutôt que de se rendre aux Ottomans. Et ils ont pu être exfiltrés donc par cette opération militaire française. Les survivants sont emmenés d'abord à Port Saïd en Égypte, recueillis par des Britanniques, et un certain nombre d'entre eux seront ensuite rapatriés en France, parce qu'il est hors de question bien sûr qu'ils retournent dans l'Empire ottoman. Et beaucoup arriveront par Marseille et remonteront s'installer par la vallée du Rhône à Valence, à Lyon, ville où encore aujourd'hui résident beaucoup de Français d'origine arménienne. Alors, après le bilan chiffré, il faut aussi évoquer l'autre bilan, c'est-à-dire le bilan moral du génocide. Parce que c'est quand même la première fois qu'est officiellement reconnue la volonté d'exterminer jusqu'au dernier un peuple. Il y a déjà eu d'autres génocides, probablement, mais qui n'avaient pas été reconnus comme tels, en particulier le génocide du peuple Herero d'Afrique de l'Ouest par le colonisateur allemand au début du XXe siècle, mais bon, ça n'avait pas été reconnu comme tel. Là, dans le cas du génocide arménien, c'est reconnu comme un génocide. Et donc, après la guerre, après la défaite de l'Empire ottoman, que faire des bourreaux? Eh bien, il faut bien le reconnaître, il y a eu quelques procès, quelques condamnations, essentiellement à des peines de prison. Mais il faut bien le reconnaître, la plupart des bourreaux, simples fonctionnaires obéissant aux ordres, les bourreaux ont échappé, pour la plupart, à la punition de leurs crimes. Ce qui ne sera pas forcément le cas des bourreaux nazis pour le génocide des Juifs et des Tziganes, mais ça on le verra le moment venu. Le principal bourreau, l'ordonnateur, l'organisateur du génocide, Talat Pacha, lui sera assassiné à Berlin le 15 mars 1921 par un Arménien, un survivant, Sogomon Telirian, qui l'abattra d'une balle dans la tête.
Et c'est pour dire à quel point l'horreur du génocide reconnu comme tel a marqué les esprits. Sogomon Tehlirian sera jugé. Il n'a d'ailleurs fait aucun effort pour se soustraire à la police, hein. Une fois qu'il a abattu Talat Pacha, il a attendu que la police vienne l'arrêter. Il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître qu'il avait exécuté Talat Pacha. Et le tribunal allemand, en moins d'une heure de délibérer, les jurés du tribunal vont l'innocenter. Enfin, pas l'innocenter, mais vont décider qu'il n'y a pas lieu de condamner Sogomon Tehlirian. Oui, d'accord, il a peut-être tué Talat Pacha, mais finalement, la justice allemande, et on peut dire l'opinion publique internationale, reconnaît que finalement, d'une certaine manière, il a bien fait. Et Sogomon Tehlirian sortira de prison et finira sa vie tranquillement aux États-Unis dans les années début des années 1960. La question de la reconnaissance officielle du génocide arménien en tant que tel est une question qui se pose et qui continue à se poser aujourd'hui, plus d'un siècle après les faits. Et si vous regardez cette carte, on se rend compte que un certain nombre de pays, on peut même dire une majorité de pays, ne reconnaît pas à cet événement la dimension d'un génocide. C'est le cas notamment de tous les pays d'Afrique, c'est le cas de la Chine, de l'Inde, même de l'Océanie, enfin de l'Australie. Et bien entendu, ça n'est pas le cas de la Turquie actuelle qui ne reconnaît pas le génocide arménien. On veut bien reconnaître qu'il y a eu des massacres, d'importants massacres. On veut bien reconnaître qu'il y a eu beaucoup de morts, mais ça n'est pas officiellement un génocide reconnu comme tel. Et là, on peut reconnaître que la planète est coupée en deux, littéralement. La France fait partie des pays qui ont reconnu le génocide arménien. Il a été officiellement reconnu comme tel en 2001, ce qui vaut à la France d'avoir des relations diplomatiques très compliquées avec le gouvernement turc actuel, qui n'a pas accepté cette reconnaissance par la plupart des pays d'Europe d'ailleurs, du génocide. Et quand le président Joe Biden très récemment décide de reconnaître lui aussi au nom des États-Unis le génocide arménien, Joe Biden c'est qu'il prend le risque effectivement de se fâcher avec le président turc Recep Tayyip Erdogan qui ne veut pas entendre parler d'un génocide arménien. Il n'est pas question d'ailleurs à ce propos d'accabler les Turcs d'aujourd'hui. En aucune manière on ne peut faire porter la responsabilité des crimes des Ottomans de 1915 aux Turcs de 2021. Ça n'aurait pas de sens, de la même manière que les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas responsables des crimes des nazis dans les années 30 ou 40. Bon, mais néanmoins, il y a pour les Arméniens d'aujourd'hui cette nécessité de reconnaître que ce crime contre la communauté arménienne est un crime hors norme, est un crime d'une gravité exceptionnelle. Et il est vrai que la Turquie d'aujourd'hui se refuse à reconnaître le génocide arménien et que si vous êtes un Turc aujourd'hui et si vous écrivez en tant que journaliste ou en tant qu'historien sur le génocide, vous vous exposez à une peine de prison très lourde parce que au regard du droit turc, c'est considéré comme un crime contre le peuple et l'État turc. Et l'enjeu dépasse largement le cadre des relations franco-turques ou américano-turques. Tant que la Turquie ne reconnaîtra pas le génocide arménien, la Turquie ne pourra pas rentrer dans l'Union européenne,
hein, c'est un, comment dirais-je, c'est un préalable non négociable que les Européens ont imposé aux Turcs. Donc je peux vous prédire que c'est pas demain que la Turquie fera partie de l'Union européenne. Alors, on en a presque fini avec notre carte schéma croquis de début de séance. Donc on en était là, hein, on avait planté un peu le décor du génocide, le contexte du génocide plutôt. Donc les petits losanges marrons, bah, ça va être les massacres organisés sur place, hein, massacres par village entier, par quartier, par communauté entière. Donc essentiellement dans le plateau et le désert d'Anatolie. Pour ceux qui n'ont pas été exterminés sur place, et c'est peut-être pas les plus chanceux, eh bien les routes de la déportation, hein, qui vont donc du nord vers le sud, direction la Syrie, l'Irak, surtout la Syrie d'ailleurs, et direction les camps de concentration. Et vous voyez au passage que c'est pas les nazis qui ont inventé les camps de concentration, hein. Ça existait déjà bien avant, la preuve. Et puis les sortes de donuts roses, hein, faut pas chercher vraiment de signification symbolique. Hein, j'ai pris ce que je trouvais dans le logiciel de fabrication du croquis là. Ce sont des actes de résistance des Arméniens qui, perdus pour perdus, se sont battus avec leurs bourreaux pour pas mourir comme des moutons quoi à l'abattoir. Et rajoutons à cela l'exfiltration du mont Moïse, hein, du Moussadag dont je vous ai parlé, le sauvetage par la marine de guerre française de plusieurs milliers d'Arméniens encerclés sur leurs montagnes. Et on en a fini avec cette cartographie horrible du génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre quelques mots sur cette horreur, hein, pour essayer de la formuler dans une rédaction, des fois qu'elle tombe à l'examen. Hein. Donc les militaires arméniens de l'armée ottomane sont désarmés et fusillés. Les civils sont parfois massacrés sur place par familles entières ou déportés vers la Syrie. Les survivants des marches de la mort dans le désert sont achevés dans les camps de concentration syriens. 2 tiers des Arméniens sont morts, 1 tiers massacrés sur place, 1 tiers morts lors des marches de la mort dans le désert. 1 tiers ont survécu, cachés ou émigrés. Aucun gouvernement turc n'a accepté à ce jour de reconnaître le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, ses principaux responsables échappant, à l'époque, à la justice internationale.